Alors, on a vu l'appel de fonction, on a vu que les paramètres étaient placés dans la pile. Alors la question qu'on pourrait se poser, tiens, que se passerait-il si par exemple j'ai la mauvaise idée, ou la bonne idée, hein, parce que c'est pas une si mauvaise idée que ça, d'appeler la fonction dans la fonction. Donc à un moment donné, je vais faire un test, hein, et je vais appeler ma fonction dans cette fonction. Hein, alors évidemment, le premier problème qui va se poser, c'est que la pile va se mettre à gonfler, évidemment, hein, puisque évidemment, je vais faire des appels, appels en récurrence, comme ça. Je vais chaque fois passer empiler des paramètres dans la pile à chaque appel. Alors, est-ce que ça a du sens? Oui, ça a du sens. Hein. Je vous ai dit, un algorithme, bon, c'est quand même un peu lié aux mathématiques, hein, c'est un peu lié, on retrouve cette notion d'algorithme en mathématiques, et en maths, ce genre d'algorithme, on appelle ça des récurrences. Hein. Vous vous souvenez peut-être des démonstrations par récurrence, par exemple quand on veut démontrer un binôme de Newton, ou des choses comme ça. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, alors oui, ça a du sens, mais il faut toujours bien s'assurer qu'il y a une condition de sortie qui est correctement définie. Sinon vous allez faire sauter la pile, c'est tout ce que vous avez gagné. Et vous allez vous prendre un Stack Overflow. Alors, cette approche d'appeler des fonctions par elles-mêmes est très très répandue en programmation dite fonctionnelle. Okay, donc là, nous, ce qu'on voit, c'est la programmation tout à fait standard, tout à fait algorithmique standard. La programmation fonctionnelle, c'est une autre approche. Okay, alors, il y a des langages de programmation fonctionnelle, hein, on verra peut-être Haskell, F-Sharp, etc. Bon, enfin, moi, personnellement, je suis pas fan, mais on va voir une implémentation de notre algorithme de calcul de nombre premier en programmation fonctionnelle, voir ce que ça pourrait donner. Et donc, en informatique, ce fait d'avoir des fonctions qui s'appellent elles-mêmes, s'appelle la récursivité. Hein, ça, c'est un mot que, en général, les informaticiens aiment assez bien. Et donc on va voir cet exemple tout de suite, hein, qui va être écrit en programmation dite fonctionnelle. Alors vous avez des langages, donc comme je disais tout à l'heure, Haskell, F-Sharp, Scala peut-être aussi, je pense. Je vous le dis déjà, moi je suis pas du tout un fan de la programmation fonctionnelle. Hein. Donc ça c'est déjà un premier point. Ces langages en général ont tendance un peu à vous forcer à programmer de cette manière-là. Évidemment ici le C, lui, il est un peu moins problématique. Parce que le C, en fait, il vous permet, sans trop de difficultés, de faire de la programmation fonctionnelle. Hein, on va voir ça tout de suite. Hein, alors voilà, ici j'ai fait un petit exemple. Alors ici j'ai combiné dans cet exemple de programme les librairies de fonctions et la récursivité. Okay, donc on va commencer par peut-être parler de la récursivité en premier. Oui, on va parler de la récursivité en premier. Alors vous allez voir que, bon, comme vous voyez ici, le programme il change quand même pas mal. Hein. Donc ici on a défini une première fonction qui s'appelle test d'un nombre premier et qui prend comme argument le nombre premier pour lequel on veut démarrer et le nombre maximal pour lequel on veut aller. Donc dans notre cas, on va démarrer de 1 à 10 000. Okay, donc ça change rien du tout. Alors ici vous avez remarqué, j'ai plus de boucle. Et j'ai pas de boucle, pourquoi? Simplement parce que, comme vous le voyez ici, mon système va tester, va dire tiens, est-ce que le nombre est-ce que le premier nombre ici que j'ai passé, hein, par exemple, bon, le nombre 1 c'est un peu bête, mais est-ce qu'il est premier? Alors si ce nombre est premier, je vais l'afficher, sinon je l'affiche pas évidemment, donc ça change rien. J'ai ici une condition de sortie. La condition de sortie, elle me dit, si le nombre est plus petit que le maximum, eh bien, je vais recalculer, je vais rappeler cette fonction avec le nombre n plus 1 à ce moment-là, et toujours la valeur maximale. Donc là, je vais empiler, non plus, donc c'est le nombre c'était 1, là il devient 2, et je rappelle à nouveau, cette fonction est un nombre premier. Ok, donc là, je n'ai plus de notion de boucle. Alors évidemment, si le nombre est égal à max plus 1, là je retourne plus rien, donc je sors. Okay, donc là j'ai terminé. Donc je vais appeler autant de fois cette fonction test premier, elle va se rappeler autant de fois que
le nombre est plus petit que max. Et dès que ça sera plus le cas, ben, je vais sortir en fait de mon appel. Alors, ici on fait appel à une fonction isPremier. Alors isPremier c'était la même chose, hein, c'était une boucle, donc ici j'ai éliminé ma boucle. Et je vais simplement tester me dire, tiens, est-ce que la valeur de n ici, modulo 0 est égale à 0, hein, donc ça veut dire que le nombre a un diviseur, donc il n'est pas premier, ou que n est égal à 0, 0 n'est pas un nombre premier, donc là je dis il n'est pas premier. Alors si n est égal à n-1, c'est-à-dire que là je suis arrivé à la fin, hein, donc là je vais dire qu'il n'est pas premier. Ou que n est égal à 1, donc 1 je sais qu'il est premier, à ce moment-là je vais renvoyer en fait la valeur true, parce que je sais que le nombre est dans ce cas-là potentiellement premier. Donc ça veut dire que soit 1 est un nombre premier, donc ça je le sais, ou soit j'ai pas trouvé de diviseur, je suis arrivé à la fin, donc je le renvoie. Sinon, si je n'ai pas testé, donc si mon i est toujours inférieur à mon n, eh bien je vais retester avec la valeur i plus 1. Et toujours en mettant ma limite ici, qui est la valeur n que je vais considérer. D'accord ? Donc c'est une façon d'éliminer les boucles. Bon, après, c'est une façon d'éliminer les boucles, ça veut dire que je vais quand même faire gonfler méchamment ma pile. Hein. C'est une façon d'éliminer les boucles, mais c'est aussi une façon intéressante de ne plus utiliser, par exemple, de variables globales, ou de ne plus utiliser non plus c'est-à-dire de ne plus avoir de variables ici qui vont potentiellement pouvoir être modifiées, puisque toutes les variables qui sont passées dans la pile, et donc sont quelque part non modifiées, elles sont un peu en read-only quelque part. Donc chaque fois je prends ici j'ai une valeur 1, une valeur 1 c'est pas contenu dans une variable, je peux pas la modifier sans le faire exprès, elle est explicitement écrite comme étant 1. Ok, donc le 1 ici, oui, il est passé dans la pile, il est récupéré dans une variable locale, je parle de n plus 1 ici, voilà, j'utilise quelque part très peu, si vous voulez, la notion de variables contenant vraiment un statut que je modifie dans le sens où je ne vais jamais écrire par exemple n égale n plus 1. Je vais simplement mettre la valeur n plus 1, donc je prends la valeur de n, j'ajoute 1, mais je ne l'affecte pas à n. Donc ces variables, si vous voulez, ne sont jamais affectées, elles sont toujours passées dans la pile. Si je n'ai pas d'affectation directe, ça veut dire que je n'ai pas de risque de modifier une valeur de manière quelque part erronée et de me retrouver avec des bugs qui vont se dupliquer ainsi au fil des threads ou au fil des appels. Voilà. Donc c'est une autre approche, hein, c'est parfois un peu plus gourmand, c'est parfois un peu particulier, c'est une façon de programmer où on évite quelque part vraiment les affectations. Ok ? Donc l'intérêt, c'est j'ai pratiquement plus de variables ici qui sont dans la heap. La plupart en fonctionnel, la plupart de mes variables sont dans le stack. Voilà, donc ça peut être parfois d'un intérêt. Alors ici, je voulais juste montrer un petit exemple. Ce qui se passe, j'appelle une fonction avec un paramètre. Le premier appel de la fonction, j'ai dans la stack le paramètre, j'ai le premier paramètre. Si la fonction se rappelle elle-même, donc le rappel dans la fonction, et bien dans la pile, pouf, je vais avoir un deuxième paramètre. Et cette fonction rappelée se rappelle encore une troisième fois, pouf, je vais avoir le troisième paramètre. Et je me retrouve en fait avec tous les paramètres comme ça empilés, donc je peux remonter, je peux avoir tout l'ordre des paramètres qui ont été passés en fait. Donc ils ne sont pas délités, ils ne sont pas effacés, ils sont toujours là quoi, quelque part. Alors ce qui va se passer, c'est que quand je vais dire ok, moi j'ai fini ma fonction de troisième appel, et bien à ce moment-là, je retourne, donc le paramètre qui était dans cette fonction, il est éliminé. Et donc le paramètre qui reste dans la pile, c'est le paramètre du deuxième appel imbriqué, celui du troisième a été éliminé. Et quand j'aurai fait mon return, que le deuxième niveau d'imbrication aura été appelé, je vais revenir au premier niveau d'imbrication, 1 ici. Je contiendrai toujours 1 dans la pile, et quand je sortirai, évidemment,
de ma fonction, et bien à ce moment-là la pile sera vide, parce qu'on sera sorti en fait de la fonction. Donc, vous voyez, ça va empiler des paramètres, mais ça va aussi dépiler les paramètres à chaque fois que vous allez remonter en fait dans la fonction précédente. Voilà, c'est un petit peu ça, l'idée. Alors ici, on a vu qu'on pouvait définir des fonctions, des procédures, etc. Alors il faut savoir que la plupart des langages de programmation, et le C ne fait pas exception, sont des langages de programmation dits séquentiels. C'est-à-dire que chacune des fonctions sont appelées dans un certain ordre. Donc ici, test premier, main appelle test premier quand il a fini de s'exécuter, enfin dans son exécution, il appelle is premier, donc il attend que is premier ait fini de s'exécuter, même s'il va s'appeler 50 fois, mais enfin bon, c'est pas grave. Et une fois qu'il a fini de s'exécuter, hop, on passe aux instructions suivantes, je reviens à test premier, ainsi de suite, et quand j'ai fini, eh bien, je reviens à ma fonction de départ. Ça se voit peut-être un peu mieux ici, puisque là j'ai une boucle quelque part, donc je vais appeler la fonction dans l'ancienne implémentation, vraiment l'implémentation algorithmique classique. Is premier va être appelé 10 000 fois de manière séquentielle. Je vais l'appeler pour 1 quand c'est fini, je vais l'appeler pour 2 quand c'est fini, je vais l'appeler pour 3, etc. Donc je ne vais pas lancer en parallèle toute une série de is premier et puis me dire à la fin, tiens, je vais tester tous les résultats. Alors il faut savoir que dans les langages dits séquentiels, il y a quand même une possibilité de lancer des fonctions ou des procédures en parallèle. C'est ce qu'on appelle des threads. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Et donc le thread, en fait, c'est une fonction particulière définie d'une certaine manière qui va clairement être lancée en parallèle. Alors, il faut savoir que certains langages comme JavaScript, Node.js notamment, par exemple Ajax, dans ces langages, tout est asynchrone, par défaut. Alors c'est géré par la machine virtuelle en général. Donc en gros, quand vous définissez deux fonctions, par exemple, si la fonction, si je lance si je fais cette boucle, eh bien, en fait, il va lancer le premier is premier, il se fout d'attendre qu'il est fini ou pas, il va directement passer au 2, il va le lancer, au 3, il va le lancer, et puis quand les 10 000 fonctions qui ont été lancées en parallèle auront fini, eh bien, il va s'intéresser au résultat. Donc c'est une autre façon d'envisager évidemment la programmation. Okay, et donc il faut savoir qu'au niveau par exemple du C, le système d'exploitation, donc par exemple au niveau du kernel, le kernel il gère en général la mémoire, il gère en général le matériel, et il gère ce qu'on appelle les processus, donc c'est les programmes chargés en mémoire et exécutés par la machine. Et en particulier quand vous avez un système d'exploitation multitâche, comme Windows, comme Linux ou Unix, eh bien, vous allez avoir la possibilité de lancer des threads en parallèle, et ces threads, l'exécution de ces threads vont être gérés en fait par le système d'exploitation. En JavaScript, c'est géré directement par la machine virtuelle qui interprète, parce que c'est d'interpréter votre code JavaScript. Mais c'est une façon très particulière de programmer, et c'est parfois un peu déroutant, mais enfin bon, on peut s'y faire. Alors ici, un petit exemple, dans les exécutions, donc on a parlé de l'exécution synchrone, comment ça se passe donc au niveau du microprocesseur, parce que c'est quand même à ce niveau-là que les exécutions se font. Ben, si je prends ici un CPU, Central Processing Unit, avec un seul CPU et un seul corps, donc une seule unité de calcul, eh bien, on va exécuter la fonction 1, ce qui va prendre un certain temps. Puis une fois qu'elle sera exécutée, on va exécuter la fonction 2, ce qui va prendre un certain temps. Puis on va exécuter la 3, la 4, etc. Et donc le temps va s'écouler séquentiellement, fonction par fonction. Okay, alors si maintenant je travaille en asynchrone, alors dans certains cas c'est très intéressant de travailler en asynchrone. Alors supposons ici que je suis dans un cas très particulier, j'ai un seul CPU et un seul cœur. Alors ça c'est le cas de tout ce qui est machine temps réel, par exemple des petits microcontrôleurs qui vont gérer, je sais pas moi, une machine, mais qui vont en même temps gérer des capteurs pour savoir si une alarme doit être déclenchée ou pas.
suivant la valeur d'un capteur de température. Je ne peux évidemment pas faire tout le processing de quelque chose sans m'intéresser aux valeurs de retour du capteur. Donc il va falloir qu'à un moment donné, je travaille en concurrent. Alors je dis que c'est en concurrent parce que finalement, j'ai qu'un seul cœur. Donc le cœur, il n'est pas capable d'exécuter 2 tâches en même temps. Il m'en faudrait 2 pour ça, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va réserver ce qu'on appelle un time slice pour le premier thread, et après ce petit laps de temps, pouf, il va passer à l'exécution du thread 2, puis il va switcher pour revenir sur le 1, il va switcher pour revenir sur le 2, etc. etc. Et donc le temps d'exécution des 2 threads, finalement, il sera à peu près le même que dans l'exécution séquentielle, sauf qu'il sera peut-être même un peu plus long, puisque vous avez aussi les temps de switch, qui là n'existent pas. Et puis vous avez le parallélisme, donc l'exécution en parallèle pure. Là, j'ai un CPU avec 2 cœurs, 2 threads qui s'exécutent dessus. Le premier cœur prend le thread 1 et l'exécute, et en parallèle, le deuxième cœur prend le thread 2 et l'exécute. L'exécution se fait totalement en parallèle, et comme vous voyez, le temps d'exécution ici est réellement beaucoup plus court. Donc il faut faire attention, c'est pas parce que vous avez des systèmes multithread et compagnie que vous êtes directement 2 fois plus rapide. Simplement, il ne faut pas oublier qu'il y a une notion de parallélisme pur qui nécessite en général plusieurs cœurs, et une notion de concurrence qui, au final, est même limite plus lente que sa version synchrone, mais qui a l'avantage, évidemment, de permettre à 2 capteurs ou à 2 sous-programmes de travailler les uns plus ou moins en même temps. Donc, dans le cas de contrôle, de gestion d'alarme ou de choses comme ça, c'est extrêmement intéressant de pouvoir travailler comme ça. Alors j'ai parlé ici, j'avais parlé au départ de cette gestion des fonctions et des procédures dans des packages. Alors j'avais dit ici que j'en reparlerai plus en détail. Donc ici on a toujours un appel à la fameuse fonction print, mais je ne la vois pas ici. Donc ici, je n'ai plus le fameux IOStream et le namespace std où le cout pour le print était défini, mais j'ai plutôt une référence à quelque chose qui s'appelle mabiblio.h. Alors, il faut savoir un truc très amusant dans le C, c'est que le C est un petit peu bébête, dans le sens où si vous faites un appel à une fonction et que cette fonction est définie après la fonction appelante, le C ne la retrouve pas. Donc il va vous coller une erreur de compilation en disant je n'ai jamais entendu parler de cette fonction. Donc on va faire en général ce qu'on pourrait appeler un prototypage. Donc ça veut dire en gros que si j'avais défini ceci ici, le main n'est pas capable de la trouver parce qu'elle a été définie après. Donc une façon de s'en sortir, c'est simplement de prototyper la fonction, c'est-à-dire au début du code, je vais écrire simplement ceci, et avec un point virgule, donc je définis une fonction vide qui s'appelle print. Donc lui il va voir, il va dire ah il y a une fonction qui s'appelle print ici, donc ok, pas de problème, et il va dire ah ok, c'est ici qu'elle est définie. Donc le C travaille comme ça. C'est un petit peu bête, mais c'est comme ça que ça marche. Je sais qu'en Java ça pose pas de problème, mais en C ça reste un peu tricky, et c'est la même chose en C++. Donc voilà. Alors, cette fameuse fonction print, je vais la définir dans un module. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai. Hop. Dans un module qui s'appelle mabiblio.h. Alors je vais essayer d'aller le retrouver. Donc il se trouve dans premier 3, mabiblio.h. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un fichier header. Donc c'est un fichier qui contient essentiellement des définitions de variables ou des définitions de prototypage de fonctions pour permettre justement au C de ne pas se perdre et indépendamment de l'ordre dans lequel les fonctions ont été déclarées, de les retrouver. Alors ici on a des espèces de macros, donc en fait if and def, donc il va dire ici tiens, si ma biblio n'est pas définie, je définis une variable, si la variable, qui est ici une variable du préprocesseur. Faites attention que c'est pas une vraie variable, elle n'est même pas typée. Alors vous remarquerez que les instructions du préprocesseur, elles commencent toujours avec un dièse, et elles ne se terminent pas par un point virgule. Donc ça c'est déjà un élément. Eh bien, si la variable macro mabiblio n'a pas été définie, je vais définir la variable macro mabiblio, et je vais définir tout le code qui se trouve là, jusqu'au endif. Ce qui veut dire que quand je vais faire ici un include,
de ma biblio.h, eh bien il va dire, ah bah tiens, ça n'a jamais été défini, donc pouf, je définis la fonction print. Supposons qu'une autre bibliothèque, enfin pas une bibliothèque, mais qu'un autre module, qu'un autre fichier C fasse aussi appel à ma biblio, bah, s'il a été défini, bah, il va dire if ndef, bah non, il n'est pas ndef, donc ok, je bypass. Alors ce truc, ça évite, si jamais un module appelle un autre module qui lui-même appelle le premier module, donc le module A appelle le module B appelle le module A, eh bien ça va nous permettre de nous sauver la vie, parce que ça va nous permettre d'éviter de redéfinir de manière infinie chaque fois les différents éléments qu'il y a dans les fichiers dits de header. Les fichiers .h sont des fichiers de header, des fichiers de définition, de manière intempestive, et ça va nous éviter ce qu'on appelle la référence circulaire, qui est un truc assez problématique en programmation quand on n'y fait pas attention. Dans les exemples idiots qui sont présentés ici, vous n'avez absolument aucun risque évidemment d'avoir une référence circulaire, hein, mais dans les cas réels les plus complexes, ça existe. Alors ce fichier .h, c'est bien beau, il définit le prototypage de ma fonction, mais il doit être complété par un fichier CPP évidemment, qui ne s'appelle pas comme ça, mais qui s'appelle, évidemment il est resté dans le premier, hein, c'est pour m'embêter, qui s'appelle mabiblio.cpp et qui contient ici toutes les définitions dont j'avais besoin. Donc il contient le fameux IOStream, puisqu'il va définir le cout, l'utilisation du namespace, il contient évidemment le prototypage de ma fonction, bon ça c'était même pas obligé, mais enfin bon, là je préfère quand même le mettre, et ici il contient le contenu de ma fonction. Donc la fonction est définie dans un module séparé. Alors ici j'en ai défini une, j'aurais pu en définir 50, hein, ça c'est à vous à organiser quelque part le code. Et donc ici quand je fais un include à ma biblio.h, ben, en réalité je vais dire au compilateur, je prends toutes les définitions qu'il y a là-dedans, mais toi n'oublie pas que tu devras aussi appeler le fichier CPP correspondant. Alors le compilateur il ne sait pas hein, qu'il doit l'appeler, c'est vous qui allez devoir lui dire. Mais il a déjà la définition, donc il sait déjà qu'il peut mettre une espèce de placeholder, parce que cette définition sera complétée au moment où il compilera le fichier mabiblio.cpp. D'accord ? Donc ça c'est pour la petite histoire. Alors en pratique, comment ça se passe ? Ben, c'est un petit peu embêtant, hein, puisque pratiquement, si je reviens dans ce fameux petit programme, hein, donc il s'appelle premier 3 je pense, premier avec S3, voilà, si je reviens ici, je vois que j'ai maintenant nettement plus de fichiers, hein, comme j'avais dit tout à l'heure. J'ai mon fameux fichier ma biblio qui contient ma bibliothèque, le fichier .h qui définit les fonctions qui sera utilisé évidemment par premier 3 CPP pour servir de placeholder. Et si je devais faire la compilation de ce truc, je devrais dire à mon compilateur, ok, tu utilises premier 3.cpp, mais tu lui adjoins ma biblio.cpp parce que tu vas avoir besoin de ce fichier là qui a été déclaré dans le... puisque le fichier header de ce fichier ma biblio.cpp a été utilisé dans premier 3.cpp, ça veut dire que premier 3.cpp dépend de ma biblio. Et quand je vais compiler, je dois assumer cette dépendance. Et donc je vais lui passer les deux valeurs qui sont ici. Et quand je vais faire ça, normalement il va compiler, donc il va me faire un A-out, hein, à mon avis, voilà, il est là, c'est un petit peu dégueulasse. Et donc si j'exécute ce A.out, il me calcule mes nombres premiers, mais non plus de manière, non plus via une boucle, comme il faisait dans le précédent algorithme, mais via la fameuse récursivité. Okay. Donc voilà. Ça c'est un point. Alors évidemment, vous êtes bien d'accord avec moi que c'est pas très facile à utiliser. Hein. Si chaque fois que je dois compiler un programme, bon ici il n'y a qu'une dépendance, ça va. Si j'ai 165 000 dépendances, hein, ça va devenir très compliqué. Et c'est de là qu'on revient à cette notion de fichier configure et make. Et donc ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais simplement créer ce que j'appelle un makefile. Et dans ce makefile, je vais avoir le nom du programme que je vais vouloir concevoir. Alors pour concevoir ce programme, je lui donne en fait la liste des paramètres que je dois utiliser. Et ici, je vais simplement appeler le compilateur avec ces paramètres. Donc c'est une façon
Hein, je pourrais l'écrire en bash, hein. Je pourrais faire une commande G++ comme ça, l'appeler make.sh et le traiter de la sorte. Mais il faut savoir que Makefile est presque une sorte de langage de compilation. Donc je vais pouvoir utiliser tout un tas d'astuces. Je ne le fais pas ici, je fais quelque chose vraiment très à l'arrache, mais vous pouvez aller vous renseigner sur Internet, vous allez voir que Make contient énormément d'options et permet d'écrire de véritables programmes avec énormément, des milliers parfois de lignes de code qui vous permettent de définir toutes les dépendances. Alors pour la petite histoire, ce fameux Make, c'est devenu Ant en Java, et c'est devenu par la suite Maven, qui joue un peu ce rôle de Makefile. Et donc ici, comme j'ai dit, je vais lancer d'abord le configure. Le configure, il va me dire, bah, ok, c'est bon, hein, j'ai fait un check, G++ est installé. Donc votre configure, il peut même être fait en bash. C'est vraiment pas ici, j'ai affiché un bête message, je me suis pas foulé, mais là, je check que G++ est installé. Donc ça, c'est le programme configure qui doit le faire. Et si G++ est installé, à ce moment-là, je peux taper make. Alors make, c'est une commande du C. Je peux faire un man make. C'est une commande de Linux, pardon. Et l'option, donc il y a toute une flopée d'options, évidemment, on ne va pas s'amuser à les détailler ici parce que c'est complètement casse-pied. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que par défaut, si vous précisez rien à make, il va aller chercher un fichier qui s'appelle makefile dans le folder. Bam, il va vous faire la compilation du truc. Et ici, si j'observe, il m'a créé mon premier 3. Voilà. Que je peux lancer. Et que je peux même lancer en utilisant un pipe mort, par exemple, comme j'avais fait évidemment, voilà. Ça me donnait normalement exactement les mêmes résultats. Donc ça c'est une façon de faire. Et alors on avait vu ici, si par exemple je veux bricoler un nouveau package, hein, donc j'ai l'ensemble de ces fichiers, et bien je peux par exemple lancer une commande qui est tar, créer un Z, un F et un V. Je vais lui mettre le nom, donc c'est premier, j'espère que c'est les bonnes valeurs, hein, parce qu'il est parfois un peu touchy, .tar.gz. Donc C pour créer, Z pour zipper, F pour indiquer que je veux un fichier, et V pour indiquer le mode verbeux. Et je vais simplement lui préciser le folder que je vais zipper. Donc normalement, si je ne me suis pas planté dans ma commande, voilà, il vient de me créer un fichier avec ceci. Ça c'est tout ce qu'il a placé en fait dans le fichier tar.gz. Et je me retrouve ici avec le fameux fichier tarball que je vais pouvoir déployer et que un autre utilisateur pourra utiliser en le dézippant, en lançant le /configure, en lançant make, et il aura à ce moment-là mon programme qui va s'installer et se compiler et s'exécuter. Enfin, il exécuter quand l'utilisateur aura envie de l'exécuter. Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour ici des fonctions et des procédures, un petit peu de la gestion mémoire, donc je pense que c'est déjà assez sympathique. Alors c'est vrai que la récursivité, on pourrait se poser des questions, est-ce que c'est vraiment très très utile, en particulier dans le développement des jeux. On va voir pas dans la prochaine vidéo ni dans la suivante, mais peut-être dans celle qui viendra après, quand on abordera un petit peu les algorithmes d'intelligence artificielle. Et bien on va voir que pour certains algorithmes, franchement, la récursivité est vraiment quelque chose d'assez génial, parce que ça nous permet vraiment de résoudre des problèmes assez extrêmement tricky et qui ne seraient pas faciles à résoudre du premier abord. Voilà, donc j'espère que cette vidéo ne vous a pas trop dégoûté de l'algorithmique, puisque elle était encore bien sympa. La prochaine, on va plutôt s'intéresser un peu moins aux algorithmes, on va s'intéresser un peu plus aux structures de données, et puis il faudra, dans probablement la suivante, s'intéresser à des algorithmes un petit peu plus sérieux et aussi un petit peu plus utiles. Donc voilà. Eh bien, bonne soirée et bon amusement si vous voulez coder.